Dans cette série d'épisodes, je vais partager l'expérience de l'un de nos contributeurs, un consultant senior avec plus de 15 ans d'expérience sur des projets IT. C'est à travers ses yeux et ses mots que je vous transmets son retour d'expérience sur la gestion d'un projet complexe et exigeant. Ce projet nécessitait un changement de méthodologie ainsi qu'une modification de l'engagement envers le client afin de satisfaire les demandes de ce dernier. Au démarrage, le projet était géré en suivant la méthode cycle en V et se basait sur l'engagement de moyens. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, il est devenu évident qu'une réorientation stratégique s'imposait. Le projet est ainsi passé en mode agile et a évolué vers un engagement de résultats. Cette transition a été rendue possible grâce à la souplesse offerte par la méthodologie agile, permettant ainsi de répondre aux exigences du client. Sans plus tarder, commençons. Dans cet épisode, je vous fais part d'un retour d'expérience sur les difficultés à gérer une collaboration client depuis la phase avant-vente et jusqu'à la mise du projet sur les rails. Je vous raconterai comment je vais gérer les contraintes imposées par mon client qui voulait avoir un engagement de résultat dans un mode au forfait et les avantages du mode régie, notamment les livraisons régulières. Dans le dernier épisode de cette série, je vous raconterai comment j'ai fait pour changer à la fois de méthodologie projet, nous étions partis sur un cycle en V, et à la fois l'engagement qui était associé, à savoir passer d'un engagement de moyens, mode en régie, à un engagement de résultat, mode au forfait. Avant de vous immerger dans ce récit, prenons un moment pour comprendre ce qu'est un engagement de moyens et ce qu'est un engagement de résultat. Je vous présenterai la mission ainsi que les besoins spécifiés par le client. Puis je vous parlerai de ma mission d'accompagnement d'un chef de projet junior qui allait être affecté à cette mission. Ensuite, je vais vous décrire les contraintes imposées par le client et comment je vais y faire face. Et je finirai par vous présenter comment devait se dérouler le cadrage de la phase avant-vente. Commençons. Dans un processus de gestion de projet, on distingue deux types d'engagement vis-à-vis du client. D'une part, nous avons un engagement de moyens, aussi appelé prestation en régie, et d'autre part, un engagement de résultat ou prestation au forfait. Le choix de l'un ou l'autre dépendra d'un côté de la méthodologie de gestion choisie, qu'il s'agisse de la méthode en cascade, waterfall en anglais, ou de la méthode agile, et d'un autre côté de la nature des exigences du client. Chacun de ces types d'engagement a ses propres contraintes et risques. Concrètement, l'engagement de moyens consiste à s'engager à fournir les compétences et ressources nécessaires pour atteindre l'objectif d'un projet. Prenons comme exemple que votre mission consiste à peindre 4 murs. L'engagement de moyens consiste à vous engager à fournir des peintres et des pinceaux. Et ensuite, c'est au client de voir ce qu'il va faire avec. Le résultat est sous son entière responsabilité. A contrario, un engagement au résultat signifie que l'on s'engage à atteindre le résultat attendu sous notre propre responsabilité. C'est-à-dire que si vous vous engagez à peindre 4 murs en 3 heures, et si finalement il vous faut 5 heures, le client ne payera que pour 3 heures. Et le résultat est sous votre responsabilité. Et s'il y a des pénalités de retard, peut-être que le client vous payera même encore moins que prévu puisque vous avez mis 2 heures de plus. C'est donc un engagement fort que de proposer de faire le travail au forfait. Passons maintenant aux faits concrets. Vendredi matin, à 9 h, dans l'open space, Nicolas, le commercial, vient me voir. Il a travaillé la veille au soir sur une avant-vente et a déjà commencé la rédaction de la proposition commerciale associée. Le client est un opérateur télécom. La mission consiste à réaliser une partie de l'interface utilisateur de la box Internet, le boîtier fournissant les services de téléphonie, télévision et Internet. Le client souhaite par exemple que l'utilisateur soit en mesure de commander un boîtier supplémentaire pour pouvoir regarder la télévision dans une chambre ou d'activer un service. D'un point de vue technologique, ceci rentre bien dans les compétences des équipes. Les obstacles rencontrés découlant des exigences du client sont les suivants. Un engagement fort, qui signifie que le client souhaite un engagement au résultat avec des pénalités de retard. Un périmètre de projet pas forcément clair, nous savons que des écrans doivent être créés, mais le nombre précis et la complexité de ces derniers restent incertains. Une méthode de type cycle en V, cette méthode suit une logique de gestion de projet séquentielle, qui commence par des spécifications et se termine par l'implémentation, en passant par la réalisation, avec un recettage en parallèle. Un délai de 9 semaines, préestimé par le client, et enfin une présence sur site d'un de nos consultants dans les locaux du client, de la personne pressentie sur le projet. Dans ce qui suit, nous verrons comment nous avons dû gérer chacune de ces contraintes. Qui est le chef de projet ? Il faut savoir que sur ce projet, je suis chargé d'accompagner Julien, un consultant qui souhaite devenir chef de projet.
La première chose que je lui apprends est la différence entre un engagement au résultat et un engagement de moyens. Je lui explique également que le fait de basculer d'un engagement de moyens à un engagement de résultat signifie que le client souhaite déléguer la responsabilité du résultat. Faire l'inverse est rarement envisageable. Sauf que ce projet allait me donner tort par la suite. Cette question nous amène donc à la première contrainte posée par le client, qui est l'engagement au résultat. Julien me répond « Mais c'est vraiment risqué un engagement au résultat, alors quoi qu'il arrive, le prestataire en est tenu responsable. » Je réponds en disant « Oui et non ». Julien poursuit en disant « Mais est-ce qu'un engagement au résultat marche dans un seul sens ?» Je lui explique qu'une erreur communément faite par les clients et les mandataires, c'est de croire que l'engagement est à sens unique dans un projet au résultat. Car pour tenir l'engagement au résultat, le prestataire a souvent besoin de prérequis en temps et en heure pour pouvoir atteindre les objectifs de budget, de délai et de qualité. Par exemple, un prérequis pour les travaux de peinture, c'est d'avoir accès à la pièce en question et donc que le client fournisse la clé. Sans clé, pas d'accès et pas de peinture possible. De même, le choix de la couleur doit être fait. Si on commence avec du bleu et que finalement le client veut du rouge, l'équipe est partie pour recommencer à votre charge. Quel est le rôle du chef de projet dans une telle situation ? J'explique donc à Julien qu'il a la responsabilité en tant que chef de projet de faire en sorte que le client fournisse les prérequis nécessaires pour atteindre les résultats escomptés. Car si le client est en retard, le projet sera également en retard. Ce ne sera pas de sa faute, mais bien celle du client. Encore faut-il bien le mettre en évidence pour ne pas risquer des pénalités de retard. « Oui, mais comment ?» me répond Julien, un peu anxieux. « Je vais te montrer comment durant ce projet, et ce, dès la proposition commerciale, répondis-je. La deuxième contrainte à laquelle j'ai fait face est l'absence de clarté du périmètre du projet. Ici, le rôle du chef de projet est de bien délimiter le périmètre du projet. Prenons un exemple. Admettons qu'on s'engage à repeindre 4 murs en 3 heures. Dans cette offre commerciale, il est peut-être spécifié que ces 4 murs correspondent à une taille standard pour une maison résidentielle. Si la description se limite à 4 murs, le client pourrait nous présenter une usine de 15 000 m², et nous n'aurions alors plus aucune réplique possible. De ce fait, il y a souvent un effet iceberg. Le client veut réaliser la partie émergée sans se rendre compte que la partie immergée est gigantesque. D'autres contraintes peuvent également se présenter, par exemple, supposons qu'un mur soit rempli de bibelots et que le client ne veut pas déplacer. Or, il est beaucoup plus chronophage de peindre autour de ces bibelots plutôt que de les démonter, peindre le mur entier et les remettre ensuite. Ainsi, l'effort de peinture ne sera pas le même. Julien s'inquiète du coup. Le périmètre n'est pas assez clair, on ne peut pas s'engager au résultat alors. En réalité, rares sont les clients à avoir un périmètre vraiment clair avant le démarrage du projet. Donc l'exercice pour le chef de projet consiste à cadrer le projet un maximum dans la proposition commerciale, puis ensuite tout au long du projet, notamment au moment des spécifications. Je conclus donc en lui disant « Ce n'est pas une négociation de 5 minutes, c'est plutôt une négociation marathon en quelque sorte. » La troisième contrainte est la présence sur site. Cette contrainte requiert la présence sur le site du consultant qui allait réaliser le projet. En d'autres termes, le client demande à avoir le consultant au bureau en face de lui pour 45 jours. La discussion s'engage alors entre le client et Nicolas, le commercial. Le client justifie sa demande par la nécessité d'accéder aux plateformes de développement sur son propre site. Toutefois, la véritable motivation du client est de pouvoir observer le travail effectué en temps réel et interagir directement avec l'équipe sans passer par le chef de projet. Autrement dit, le client souhaite bénéficier de la flexibilité du mode régie tout en ayant l'engagement du forfait. Cependant, l'attribution d'un chef de projet à plein temps sur place pour superviser une seule personne n'est pas envisageable, car cela dépasserait le budget alloué par le client. Nicolas, le commercial, me dit pour me rassurer « C'est un petit projet, ça va le faire ». Certains pensent que des petits projets sont plus faciles. Alors certes, un retard de 4 jours peut sembler minime, mais sur un projet de 40 jours, cela représente déjà un dépassement de 10%. Le moindre problème peut déstabiliser le processus, laissant peu de marge de manœuvre pour rectifier le tir. Il est donc impératif de rester constamment sur le qui-vive, peu importe la taille du projet. Comment réagir alors face à cette situation ? J'en discute avec Nicolas, le commercial, qui me suggère de proposer le profil de Julien à condition que le tarif soit dans leur grille. On est donc allé voir le responsable opérationnel pour avoir son avis sur le positionnement de Julien sur ce projet. Julien, stagiaire créatif et dynamique, aspirant à devenir chef de projet, pourrait gérer les responsabilités malgré les défis d'un projet au forfait. Je fais tout de même part de mon inquiétude, car déjà en temps normal sur un projet au forfait, cela peut être risqué, et mon inquiétude est entendue, mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est donc soit Julien, soit nous perdons le projet.
Ce sera l'occasion de l'accompagner étroitement sur le rôle de chef de projet et de ce fait, je cadre l'avant-vente avec lui. Je prépare une liste de prérequis, un planning précis associé et je demande un maximum d'infos au client. Bref, je prépare toutes mes cartes pour jouer au grand jeu de la gestion de projet. La proposition est envoyée, le client l'accepte. Nouvelle surprise, le projet démarre dans 3 jours. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. La suite au prochain épisode, le démarrage de projet. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences et consultez plus d'articles sur notre site bloggestiondeprojet.com pour apprendre et progresser en management de projet.